Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La Sardaigne et la Corse sont géographiquement si proches l'une de l'autre qu'il peut sembler étrange qu'aucune étude de leurs rapports économiques, en dehors du problème de la contrebande, n'ait été faite à ce jour. Cela tient au fait que ces deux îles sont reliées historiquement à deux États en compétition depuis des siècles en Méditerranée, mais aussi à ces frontières invisibles, nichées souvent dans le psychisme des hommes et qui sont tout aussi séparatrices que les frontières officielles. La construction européenne modifie lentement ces données historiques. À l'exception des travaux de Maurice Lelanoux, professeur au Collège de France, la Sardaigne est une île largement méconnue en France, tandis qu'en Italie, la Corse, depuis la dernière guerre, est redevenue terra incognita. En Corse, la Sardaigne suscite depuis quelque temps l'intérêt des chercheurs, principalement dans les domaines archéologiques, ethnologiques, musical, linguistiques et scientifiques. Les acteurs économiques sont à la recherche de débouchés et de savoir-faire en voie de disparition en Corse, mais encore vivaces en Sardaigne, et toujours de bergers qui, ensuite, font souche dans l'île. En Sardaigne, la Corse est aussi l'objet d'une certaine curiosité dans les milieux culturels et économiques. Celle-ci est d'ailleurs ancienne et s'appuie sur l'émigration corse en Gallura, au XIXe siècle, très présente dans la mémoire sarde. M.L. Wagner rappelle que la Gallura et l'archipel de la Maddalena ont été repeuplés par des Corses dans une proportion avoisinant les 3/4 au siècle dernier. Les non-corses dans cette partie de l'île sont légion. En Sardaigne, on souligne son ascendance corse, lorsqu'on s'appelle Comiti, Kilicini, Alfonsi, Susini, Nicoli, Fieschi, Mela, Luciani, Morazzani, Lorenzoni ou Santoni. L'ancien président de la République italienne, Francesco Cossiga, se plaît à dire que son nom est une déformation de Corsica, en raison d'une lointaine ascendance corse de son aïeul. Cossu est la prononciation galluresa de Corsu, le R est muet, et les Cossus sardes en Corse sont corses en Sardaigne. En France, tradition assimilationniste oblige, qui connaît la consonance sarde de noms tels que ceux de Cavada qu'on trouve dans le Nuoro, sardou auquel on a rajouté un O pour respecter la prononciation originelle, de Cubada, l'ancienne présentatrice du journal télévisé de France 2 ou du député Porcu qui aurait pu rajouter un O pour se préserver des sarcasmes que son nom a probablement dû lui faire subir dans sa jeunesse. En Corse, le tropisme et la fascination pour un Nord riche et puissant, entretenu et conforté par le jacobinisme français, a détourné lentement ses habitants de ses voisins du Sud. Chapitre 1 – Un regard croisé. Berger sarde et bandit corse et vice-versa. Pour le Corse, le sarde est perçu comme un berger car dans le sud de l'île, il est fréquent vu la rareté des hommes longtemps aspirés par l'armée et la fonction publique, qu'on aille chercher de l'autre côté des Bouches de Bonifacio une main-d'œuvre disponible et expérimentée. Pour le sarde, le Corse est regardé comme un bandit car ce fut une tradition de se réfugier en Sardaigne lorsque les temps étaient difficiles en Corse, ce qui semble être d'ailleurs une constante de son histoire. Cette vision réductrice mais pas tout à fait fausse des uns sur les autres est en train d'être balayée par la mondialisation et la facilité des transports. On aurait pu tout aussi bien parler de bergers corses et de bandits sardes, si la faiblesse démographique de la Corse ne lui avait interdit d'exporter ses bergers. Par contre, il n'est peut-être pas exclu que la Corse soit encore parfois un refuge pour les bandits sardes. La Corse, observée de Sardaigne, apparaît aujourd'hui comme une terre de liberté, ou même disent certains de licence. Retour des choses ? Banditi a Orgosolo o pastori in baveda, o pastori a Orgosolo e banditi in baveda. Un renforcement des liens entre les deux îles est-il possible ? Le franco-néerlandais Fons Trompenaars, l'un des meilleurs spécialistes européens des questions transculturelles dans l'entreprise, distingue les pays par les solutions qu'ils apportent à 3 problèmes universels. Ceux des rapports de l'homme avec le temps, avec la terre et avec les autres. Aussi la recherche d'une intensification des échanges entre les deux îles dépend-elle de l'idée que les Sardes et les Corses se font du futur, de la conscience qu'ils ont de leur passé et du regard croisé qu'ils se portent. Les deux îles se représentent-elles le futur de façon suffisamment semblable, et ont-elles une mémoire du passé assez proche pour réfléchir et agir en commun ? Certes, la similitude des drapeaux à tête de mort, héritage aragonais, le souvenir commun de la Moressa,
le goût dans les deux îles pour le jeu de la mora et la dégustation de la rivia rivea ou rivreda des bergers sartonnais ou galurais, signe des convergences entre les deux îles. Entre certains comportements sociologiques et pratiques culturelles identiques, comme le banditisme historique de type sardo-corse ou linguistique, comme la langue sartenaise ou galouresa et un avenir de plus en plus étudié et programmé par d'autres, y a-t-il place pour une relation plus autonome sardo-corse et l'élaboration d'un cadre commun de développement économique? En d'autres termes, le rapport au temps, à la terre et aux autres des Sardes et des Corses, est-il suffisamment semblable pour que des liens durables puissent se nouer entre les deux îles? La géographie physique et humaine incite à répondre positivement, l'histoire récente négativement. La DATAR, Délégation à l'aménagement du territoire, dans un document officiel se déclare favorable au renforcement des relations corso-sardes, et indique que cela contribuera au rayonnement de la France. Formons aussi le vœu que la Sardaigne et la Corse rayonnent aussi l'une vers l'autre. C'est, n'en doutons pas, l'objet des politiques Interreg mises en place par la Commission européenne. Cela donne corps, selon une expression de Robert Laffont, à ces nouveaux espaces en gestation que sont les espaces transfrontaliers et les espaces culturels. Une comparaison délicate. Si chacune des îles peut constituer, à certains égards, le miroir passé ou futur de l'autre et indiquer les chemins à prendre ou les traverses à éviter, la comparaison entre la Corse, 324 000 hab, qui a une population voisine de celle du Nuoro et la Sardaigne dont la population 1 640 000 hab, est voisine de celle du Languedoc-Roussillon, est malaisée tout au moins au plan macroéconomique en dehors de ces différences échelle. Il y en a de nombreux autres tenant au rôle de l'État, à la répartition des pouvoirs entre celui-ci et la région, à la place de chacune des îles dans leur ensemble national. De multiples similitudes existent aussi. Elles sont d'ordre psychologique et culturel. Elles relèvent autant du qualitatif que du quantitatif. Elles ont aussi des aspects structurels. Des différences objectives et des similitudes structurelles. Les différences objectives sont importantes, que cela soit dans le domaine démographique, dans celui de la production, du poids des secteurs en termes de valeur ajoutée ou d'emploi, dans celui du commerce extérieur, de sa composition, du rapport entre les importations et les exportations, de leur destination, de leur nature. Elles le sont aussi au plan institutionnel, dans la répartition des pouvoirs entre la région et l'État, entre la région et les provinces. Elles le sont enfin au plan social, dans le poids respectif des différentes couches sociales, des agriculteurs et des bergers, en conflit permanent, des indépendants et des salariés. La région autonome de Sardaigne dispose de compétences plus larges, surtout dans le domaine législatif, que la collectivité territoriale de Corse. Mais de l'avis des analystes sardes, son autonomie réelle est toute relative dans les faits, surtout au plan culturel. L'autonomie s'apparente à un système à double commande, que l'on retrouve dans les voitures d'auto-école. Lorsque le conducteur commet une faute ou lorsque la région ne va pas dans la bonne direction, le moniteur ou le gouvernement central reprend les commandes. Au plan politique, le même clivage existe dans les deux îles, entre les partis succursalistes, comme on les nomme en Sardaigne, et les partis insulaires, sardistes, corsistes et autonomistes ou indépendantistes. Ceux-ci évoluent entre participation et opposition. Au début des années 80, le parti autonomiste sarde, soutenu par les partis de gauche, préside la région. En quelques années, en raison des affres inévitables de la participation au pouvoir, il perd la moitié de son électorat. Le rôle et l'action de l'État est différent en intensité dans les deux îles. Le poids de l'Italie insulaire, comme on dit, pèse plus que celui de la France insulaire sur les décisions du centre. La Sardaigne, parfois à ses dépens, le G8 a été déplacé de la Maddalena à l'Aquila, est historiquement plus présente dans les décisions du gouvernement italien que la Corse dans celles du gouvernement français. Mais depuis une vingtaine d'années, la situation politique dans l'île contraint celui-ci à se pencher avec attention sur la question corse. Les fonds obtenus par la Sardaigne, à Bruxelles, sont anciens et importants et témoignent de l'intérêt du gouvernement italien pour ces îles et son mezzogiorno, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. La Corse est géographiquement plus périphérique en France que la Sardaigne ne l'est en Italie. L'exemple de la carte météo, à la télévision,
qui a de réelles difficultés à cadrer, en même temps, l'île et le continent français sans déplacer la Corse, en est une illustration. Les radios italiennes couvrent l'île sans effort, alors que les radios françaises et même corse ont besoin d'un réseau serré de réémetteurs. Le retard corse est historique. Il éclaire largement les problèmes actuels. La marginalité de l'île, dans l'ensemble français, en est la cause majeure. La différence sarde perdure malgré la volonté de l'État italien de la diluer. Cela conduit les deux peuples à éprouver des sentiments voisins vis-à-vis de problèmes souvent identiques, à l'origine, mais traités différemment. C'est en cela que réside aussi la similitude des deux îles, et le caractère commun de leur perception de l'extérieur. Elle est autant d'ordre psychologique et culturel que structurel. Au plan structurel, les revenus par habitant sont similaires. Le poids des administrations est analogue. L'évolution des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, en pourcentage, est semblable que cela soit en termes de personnes employées ou de valeur ajoutée. L'attitude devant la consommation est la même. L'urbanisation et la désertification des zones internes sont comparables. L'apport du tourisme à l'économie des deux îles est limité. 12 à 15% de la valeur ajoutée en Corse et 8 à 10% en Sardaigne. La difficulté d'organiser des transports adéquats est aussi commune aux deux îles. Main basse sur des îles. Le mitage des côtes, les problèmes de pollution et la spéculation foncière sévissent des deux côtés des Bouches de Bonifacio, lieu de tous les dangers, à l'environnement gravement menacé en raison d'une politique du tout-tourisme, rampante et non avouée. Un projet de parc marin international essaie de répondre à ces questions déterminantes pour l'avenir des deux îles. En aura-t-il les moyens, et qui définira sa politique? À ce sujet, le problème de la fréquentation touristique dans les parcs marins a fait l'objet d'un colloque international à Trieste. En un mot, le tourisme, la protection de l'environnement et la permanence d'une communauté sur sa terre sont-ils compatibles? Le site de Bavella, classé et donc protégé, administré par les Bâtiments de France, le Parc régional et l'Office national des eaux et forêts, où Villeté, c'est un ancien lieu de transhumance, une communauté villageoise, voit son col ravagé par la fréquentation touristique excessive. On évalue le nombre de passages à environ 1 million. Celui-ci a doublé en 10 ans. Le couvert végétal au col a disparu. Lieu très vanté, des tempêtes de terre obscurcissent maintenant parfois l'horizon. Les habitants de Bavella, une centaine l'été, n'ont pas d'électricité. Éprouvant un sentiment de dépossession, ils se désolent de la modification des noms de leurs lieux dits devenus terre de balade. Utavonoudi Ukumpuledu s'est transformé en trou de la bombe. Perte du sens ou recherche de noms aisément prononçables et plus porteurs commercialement pour les visiteurs? Il n'y a bien évidemment jamais eu de bombe dans cet enclos, Kumpuledu, que l'on voit à travers une trouée, Tavonu, et qui est parfois peuplé de brebis ou de mouflons. Si le site de Baveda est protégé, l'appellation de ces lieux-dits ne l'est apparemment pas. Il y a en Corse une multitude d'espaces sensibles menacés, Ucuchonu, Bonifacio, Baveda, Arestonica, Salecce, qu'apparemment l'existence de parcs régionaux marins ou terrestres n'a pas protégés. Aussi peut-on s'interroger sur l'efficacité et les finalités réelles de ces structures en voie de multiplication? Le développement vertigineux des routes forestières d'entretien, par la facilité de pénétration qu'elles permettent, accroît les risques de dégradation et de pollution que provoque une fréquentation touristique grandissante et que ces routes sont censées combattre. Sans route et donc inaccessible aux véhicules, certains endroits seraient mieux protégés. Une proximité culturelle. Au plan psychologique, les sentiments de solitude, de minoration, de dépendance, de pessimisme que les dictons sardes et corses, non c'è un dito di terrasana et un c'è più un palmu di netu, illustrent, se retrouvent chez les deux peuples et constituent un imaginaire commun. On peut citer la fameuse réflexion du sarde Antonio Gramsci sur le même thème, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, celle de Janine Renucci sur le particularisme d'une terre corse qui n'a jamais ni pu ni su maîtriser sa solitude, ou ces vers du Nuoro. Alghero,
La cité catalane du nord-ouest de la Sardaigne, il y a un petit bout de temps, était interdite aux Sardes et aux Corses qui étaient probablement l'autre appellation des Gallurais. Les Sardes ont le sentiment par exemple d'être peu nombreux, 1 600 000, ce qui vu de Corse peut paraître étrange. C'est qu'ils se comparent aux Siciliens au nombre de 5 millions. Les Corses, dans leurs rêves démographiques les plus osés, souhaiteraient être autour de 600 000. Cette comparaison relativise l'éternel débat sur ce que doit être la population adéquate pour un territoire donné. La notion d'optimum de population est une vieille lune qui ressort quand les arguments manquent pour expliquer les déboires du moment. L'île de Malte, avec ses 450 000 habitants, s'en sort quand la Russie avec ses 150 millions est à la peine. Au plan culturel, les situations sont voisines même si chacun pense que cela va mieux en face. Les Sardes envient les maigres avancées corses concernant l'enseignement facultatif de la langue et depuis les années 70, le réel renouveau culturel, particulièrement du chant avec Canta u populu corsu, et que l'on appelle en Corse Uriaquistu. Les Corses remarquent que les traditions sardes sont plus vivantes, mais observent que la langue sarde est largement absente des médias de l'île voisine à moins d'écouter la radio tard la nuit. Une loi régionale a pourtant été votée, en Sardaigne, en 1993, et contestée par le pouvoir central, comme ce fut le cas pour la Corse, en 1983, qui vit sa volonté d'enseigner la langue contrée par le gouvernement de Pierre Mauroy. Certaines évolutions, dit-on, se font jour en Sardaigne ces dernières années. La toponymie sarde va être remise au goût du jour. Cagliari deviendrait Casteddu, Sassari Tatari et Nuoro, Nugoro. Pourtant, selon une estimation universitaire, la langue sarde est connue seulement de 70% de la population et parlée effectivement par 13% des résidents, principalement dans le Gocéano central, la Alta Barbagia et la Baronia. On demande à ces îles d'être elles-mêmes, confère le discours de François Mitterrand devant l'Assemblée de Corse en 1983, mais on leur refuse dans le même temps les moyens de perpétuer leur langue qui constitue le cœur de leur identité. La lettre de refus du Premier ministre, en 1983, à l'Assemblée de Corse, celle-ci avait voté à une large majorité une proposition d'initiative législative visant à l'enseignement obligatoire du corse, a fait date et signé le glas des espoirs mis dans le statut particulier de la Corse. Celui-ci, pour certains, constituait l'amorce d'une nouvelle relation avec la France. Ce jour-là, la perspective d'une Corse autonome était virtuellement assassinée. Quelques années plus tard, Pierre Mauroy, en privé, aurait reconnu avoir commis une erreur. Bis repetita, la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics en Corse, 15 ans après, s'oppose à l'enseignement obligatoire du corse. Quel est le lien entre les fonds publics et la langue corse ? C'est un des mystères des travaux parlementaires où, semble-t-il, tout est dans tout. Dès lors, la revendication d'indépendance trouvait une base de légitimité que viendra conforter le refus du Conseil constitutionnel de valider, dans les années 90, le vote de l'Assemblée nationale sur la reconnaissance du peuple corse, au nom d'une constitution que l'on adapte, pourtant, chaque fois qu'un nouveau traité européen entre en vigueur. Enfin, la non-ratification à ce jour de la résolution du Conseil de l'Europe sur l'usage des langues régionales ou minoritaires par la France et qui s'appuie sur une constitution modifiée récemment à dessein, apporte la touche finale à un tableau où l'hypocrisie et la duplicité tiennent le pinceau. En politique, tout le monde ment, disait déjà le chancelier d'Autriche Cresqui. Les locuteurs du corso gallurais avoisinent 300 ou 400 000 personnes sur les deux rives des Bouches de Bonifacio. Des initiatives communes commencent à prendre forme à la télévision, via Stella avec Mediterraneo, à la radio Radio Corsa Frequenza Mora, avec l'émission Mediterradio et dans certains mensuels comme Utaravu. Si les deux îles sont souvent en phase dans leur perception des choses, leur histoire a différé sensiblement. La géographie, dit Fernand Braudel, retrouve toujours ses droits. Est-ce bien sûr dans un monde où la parabole et le téléphone tendent à l'emporter sur les conversations devant la cheminée et les échanges sur la place du village ? Les échanges corso-sardes, des échanges modestes mais qui progressent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.